Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Nous y sommes. Dimanche 24 avril aura lieu le second tour de l'élection présidentielle. Dimanche 24 avril à 20h, nous connaîtrons le nom de notre nouveau ou nouvelle chef de l'État. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Deux candidats aux projets différents, aux bases électorales surtout radicalement différentes, et dont l'affrontement vient consacrer la profonde fracture qui traverse aujourd'hui la France et que ces 5 dernières années ont considérablement contribué à creuser. Alors, de quel projet politique chacun des candidats est-il le nom? À quoi ressemblera la France en cas de victoire de l'un ou de l'autre? Qui, en définitive, tient réellement en ses mains la clé du scrutin? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo du Fil d'Actu spécial présidentiel. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Voilà une classe qui se tient sage. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Comment ça? Adopté, j'ai regardé évidemment. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Ouh, ça va? On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Interdire à une entreprise de fermer un site qu'elle a décidé de fermer, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Regardez bien sa tête! Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de Front républicain. Le Front républicain, c'est 2002. C'est 2002, un soir d'avril, toute la presse dit c'est affreux, jamais ça. Tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Mais j'ai jamais peur. Je vais au combat. Et je vais au combat dans les terres les plus difficiles et j'ai de l'énergie. Mais je suis juste lucide sur le fait qu'il y a 5 ans, c'était pas non plus un Front républicain. La vraie question aujourd'hui, en France, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'entrer à l'Élysée. Et pour cela, il y a un objectif, il y a une ligne de conduite qui me semble juste. C'est un soutien inconditionnel à Emmanuel Macron. Pas parce qu'on est un inconditionnel de Emmanuel Macron, mais parce qu'on ne pose pas de conditions quand il s'agit de faire barrage à un personnage aussi sulfureux et aussi irresponsable que Le Pen. L'électorat Mélenchon est coupé en 3 blocs quasiment égaux, un tiers pour Macron, un tiers pour Le Pen et un autre tiers qui refuse de choisir. Certainement, il voit de Marine Le Pen le côté très humain qui existe chez chacun, par ailleurs. Mais on peut porter des idées d'extrême droite, on peut représenter un parti d'extrême droite et aimer les chats et aimer la fête. J'ai toujours été président de tous les Français, sans exclusive. Et je le dis avec beaucoup de force, parce que aujourd'hui, quand je vois l'extrême droite qui est là... Objectivement, je pense que les gens sont lassés de tout ça. Et voilà, ils en ont ras la casquette. Qu'on leur dise qu'il faut voter pour un tel ou pour un tel. Et ils ne sont plus prêts à entendre ce genre d'anathème, fondé sur rien d'ailleurs. Ça n'est absolument pas argumenté. Personne ne s'oppose au projet que j'ai. C'est uniquement des anathèmes, extrême droite, oulala, le danger. Les Français ne sont pas des enfants. Ils ne croient plus aux loups-garous. C'est une prise de position très attendue, celle de Nicolas Sarkozy dans cette campagne présidentielle. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale. Je suis un ancien président de la République et je sais que
dans une élection de cette importance, l'essentiel, c'est la France. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron. J'enseigne tous les jours la République, monsieur, d'accord, dans les quartiers difficiles du Havre. Et je sais qui est en face. Le fascisme, d'accord, les gens qui sont héritiers du pétainisme. Et là, concrètement, je suis quelqu'un qui enseigne la République et j'ai aucune raison de voter pour vous. Et c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est un énorme problème. D'abord, si vous ne faites pas ce distinguo en tant que professeur, c'est un énorme problème. Les profs, ils n'ont pas voté pour vous, c'est pas un hasard. Vous voulez que je réponde à des questions? Allez les faire. D'accord. Donc, je vous dis, monsieur, les personnels, le nombre d'élèves par classe, ça. Allez-y. Laissez-le parler, faites-moi poser des questions. Mais non. vous avez une drôle d'idée du débat citoyen. Oui. Ah, bah écoutez, vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant les 2 mois de campagne qui est en Ukraine et qui est là juste parce qu'il y a Mme Le Pen qu'en face qui fait campagne, la démocratie, c'est compliqué. Hein. Les élections, faut arrêter. Vous avez des drôles, mais des drôles de propos, je vous le dis sincèrement. Alors qu'il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu un sacré bazar pendant son quinquennat et on se retrouve encore avec Macron pour 50 plus. Alors on va retrouver les Gilets jaunes, on va retrouver... Enfin moi, il y a un truc qui m'échappe. Je ne sais pas ce qu'ont fait les Français, mais il y a un truc qui m'échappe. Moi, on marche sur la tête, vraiment. Les gens qui posent des conditions, qui disent « je ne veux pas me faire avoir une nouvelle fois », et je mets des conditions à mon soutien à Macron, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il pourrait voter Marine Le Pen. Ça veut dire que si telle ou telle condition n'était pas remplie, le vote Le Pen deviendrait légitime. C'est indigne. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est inconditionnellement faire barrage au pire. Voilà. Après l'heure des comptes, l'heure du choix est arrivée. La semaine passée, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, nous dressions ici même un bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un bilan, nous le concédons, peu à l'avantage du président sortant, puisqu'entre sa politique socio-économique faite au seul bénéfice d'une minorité et au détriment du pouvoir d'achat, l'affaissement organisé de toutes les structures essentielles à notre cohésion nationale, de l'école à l'hôpital public, les conséquences sur notre balance commerciale et sur l'emploi de ces politiques de dérégulation, son usage systématique du mépris, de l'humiliation et de la violence face à ses opposants, et le climat de tension permanente que tout cela fait peser sur la France, il nous était apparu clairement qu'Emmanuel Macron avait été le pire président de la Ve République. Et pourtant, avec le recul, cette analyse aurait mérité une précision. En réalité, nous aurions dû dire le pire président de la République jusqu'à aujourd'hui. Car il y a désormais un risque d'avoir à la tête de l'État une personne bien plus dangereuse pour le pays que le Emmanuel Macron de 2017. Et quand nous évoquons cette menace, nous faisons bien évidemment référence à Emmanuel Macron QV 2022. Un Emmanuel Macron totalement décomplexé par rapport à celui élu il y a 5 ans, qui nous promet d'aller toujours plus loin et toujours plus vite sur la même pente, avec à la clé cette fois, en plus d'une chute brutale de la qualité de vie pour des millions de Français, des dommages qui pourraient bien s'avérer irréversibles pour la stabilité, la cohésion sociale, la démocratie et la paix civile en France. Quelles analyses nous amènent à cette conclusion alarmante, mais malheureusement très sérieuse? Tout simplement celle superposée du programme d'Emmanuel Macron, des résultats détaillés du premier tour et de ce qu'ils disent des fractures françaises, des comportements des peuples à travers l'histoire lorsque les dirigeants se sont acharnés à leur imposer une idéologie à laquelle ils ne croyaient plus, le tout à travers le prisme de l'expérience des réactions du pouvoir politique envers ses opposants durant les 5 années écoulées. On le sait, nous en avons parlé longuement dans une vidéo récente, le Emmanuel Macron de 2022 ne fait pas mystère de sa volonté de repousser de 3 ans l'âge minimum de départ en retraite, là où celui de 2017 prétendait ne pas y toucher avant de brutalement se raviser. Une mesure inutile économiquement qui revient en réalité à une baisse nette du niveau de la plupart des pensions à venir, doublée d'une pénibilité accrue, d'un risque d'accident du travail accru, d'une instabilité accrue et de chances d'atteindre l'âge de la retraite vivant et en bonne santé effroyablement restreinte pour des millions de gens. Cette seule mesure, et le fait qu'elle soit affichée, revendiquée par Emmanuel Macron de manière totalement explicite, alors même qu'elle est massivement rejetée par la population, suffit à nous donner une idée claire de son état d'esprit.
Si le Macron de 2022 est élu, ce sera avec l'idée d'en découdre avec les Français, de les affronter et de les réduire au silence. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant j'ai pas à me plaindre moi. Personnellement, je me plains pas. Je veux le dire, vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. J'y vais. Mais ce que je veux dire, dans une démocratie, on peut débattre. Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver. De quoi vous voulez débattre? Mais sur l'hôpital, je vous donne des faits. Ouvrez n'importe quel livre. Sur l'hôpital, j'ai remis oui, bien sûr. 11 milliards par an. Oui. 11 milliards par an sur les salaires. C'est pour ça que 5700 lits ont été supprimés en 2021. Le système, non, mais c'est pas vrai. Le système, il vient de loin. Mais bon, après, moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très agressives. Je vous respecte aussi, mais je ne voterai jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. Ah non. Bon. Et puis, de toute façon, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ça, c'est pas des arguments. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Ah oui, bien sûr. Ça, vous voyez, moi, je vais auprès de tous mes compatriotes. Je vais aller me faire soigner. Mais le programme d'Emmanuel Macron 2022 ne se limite évidemment pas à cette seule question des retraites. Sur tous les sujets, Emmanuel Macron 2022 veut aller plus vite, plus loin. Emmanuel Macron 2022 veut que les gens travaillent pour toucher les minima sociaux. Cela peut sembler un moyen d'inciter les gens à reprendre leur vie en main. En réalité, cela incitera les employeurs à utiliser ces personnes en lieu et place de salariés, d'indépendants, d'intérimaires, lesquels seront donc mis en concurrence avec une nouvelle catégorie de travailleurs pauvres payés bien en dessous du SMIC et avec l'argent de la collectivité. Une mesure donc qui va tirer vers le bas l'ensemble des salaires liés à des postes d'exécution et qui va, une fois de plus, se retourner contre les ménages les plus modestes. C'est écrit noir sur blanc dans son programme présidentiel. S'il est réélu, Emmanuel Macron veut conditionner le RSA à l'exercice d'une activité. Oui, il faut un soutien monétaire. Mais il faut en plus de ça reconnaître la dignité de chacun, demander une part d'effort pour toutes celles et ceux qui le peuvent et de devoir, et un accompagnement. Et c'est ça, c'est de l'émancipation par le travail, par la formation. L'allocation, c'est la réponse des lâches. Il y a 2 millions d'allocataires du RSA. Si vous voulez tous les mettre au travail, il faut trouver, s'ils sont à mi-temps, 1 million d'emplois. Même si ce seraient des emplois très particuliers parce que non concurrentiels, il est aujourd'hui inenvisageable de véritablement déployer cela. Je viens d'avoir 47 ans, je suis bénéficiaire du RSA. Ma fille est née à 18 ans et demi et mon fils va avoir 14 ans. Je suis depuis toujours mère célibataire de 2 enfants. J'ai eu souvent des réflexions dans le passé. Avec les aides, tu vis mieux qu'un smicard, mais t'as pas besoin d'aide, tu t'en sors très bien. Si j'étais filmée H24, tout ce que je dois déployer à titre personnel pour tout le temps garder la tête de l'eau et qu'on ait une vie qui soit dans une certaine forme de normalité, c'est un boulot monstre. Après un divorce, un accident de la vie, comme il le dit, cet ancien chef d'entreprise s'est retrouvé sans logement, sans emploi. Il habite aujourd'hui chez un ami et touche le RSA, un revenu solidaire minimum de 560 € en moyenne. Lui a droit à 497 €. Mais Emmanuel Macron souhaiterait changer ça. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. Si ça peut me permettre d'évoluer au lieu de rester dans le système de RSA, c'est une bonne chose. Mais il a peur que cette activité ne l'empêche de trouver un travail ailleurs. Quand vous faites 20 heures par semaine, le reste du temps, ce n'est pas suffisant pour aller chercher du travail. Ce ne serait pas suffisant. Ça veut dire qu'on va vous mettre dans un système où vous n'allez pas évoluer. Emmanuel Macron 2022 veut l'autonomie des établissements scolaires, une mesure qui consacrera un accès différencié à l'éducation dès le plus jeune âge en fonction de l'endroit où vous vivez.
Cette mesure, sous couvert de liberté, donnera à chaque directeur d'école la prérogative de définir son projet d'établissement et de recruter son équipe d'enseignants sur cette base. Cela peut paraître sympathique, mais à votre avis, à quel établissement scolaire cela va-t-il bénéficier? À celui situé dans une commune rurale de Saône-et-Loire? À celui situé dans la banlieue défavorisée d'une ville intermédiaire? Ou à ceux des quartiers huppés des grandes métropoles? Cette proposition, c'est en réalité la fin du creuset républicain que fut l'école publique et la fin pour les habitants des zones rurales et sinistrées de toute possibilité d'élévation sur l'échelle sociale. Emmanuel Macron veut changer de méthode dans l'éducation nationale. Et le premier bouleversement, ce sera dans les salaires. Pas question de revalorisation globale. On propose un pacte aux enseignants qui sont en place. Et on leur dit, est-ce que vous êtes prêts à changer votre manière de faire ? C'est-à-dire, on vous demande de nouvelles missions, on est prêt à les payer beaucoup mieux. C'est difficile d'imposer de ces nouvelles règles à tout le monde. Mais en même temps, c'est difficile de dire on va mieux payer tout le monde, y compris celles et ceux qui ne sont pas prêts à davantage s'engager ou à faire plus d'efforts. Une sorte de travailler plus pour gagner plus. Est-ce que dans ce pacte d'enseignants, c'est pas aussi le moyen de reconnaître et de rémunérer ce qui est fait en plus? Donc moi, j'y vois une opportunité. Donc là, vous rassurez la communauté enseignante en disant finalement vous serez augmenté puisque vous travaillez déjà plus. C'est un peu l'idée. Pour ceux qui se défoncent plus, il y a peut-être aussi les... Déjà, quand il nous dit qu'il nous propose, nous, ça nous fait drôlement rigoler parce que c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on a déjà affaire au ministre Blanquer. Et le ministre Blanquer ne nous a jamais rien proposé. Hein. Il nous impose les choses en général la veille au soir, juste à la fin des vacances, et en plus dernièrement depuis Ibiza. Donc on a bien vu que sur ne serait-ce que la pratique, sur la forme, sur la discussion collective, c'est vraiment pas des gens qui nous proposent des pactes. Il va y avoir une grande consultation si le président est réélu, qui durera 6 mois en début de mandat. Ça vous rassure ou pas? Oui. Pas vraiment, parce que ça fait 5 ans qu'on les fréquente déjà, nous. Donc, de croire à leur capacité de consultation, c'est compliqué pour nous. On n'a aucune raison de leur faire confiance, alors qu'ils nous l'ont jamais faite. Puis surtout, je veux dire, on entendait Madame la députée tout à l'heure, elle a commencé par dire ceux qui se défoncent plus. Ça sous-entend, et c'est quand même très insultant, que les autres ne le font pas. Enfin, je veux dire, nous, on est les enseignants, nous, on a passé un concours, on est à 600-700 km de chez nous, on a un bac plus 5 et on est payé entre 1005 et 2000 euros pour travailler dans ces conditions-là, dans les pires collèges du pays. Ça, c'est comme ça qu'on commence notre carrière de fonctionnaire. Donc, je veux dire, tout de suite, on nous dit que ceux qui se défoncent pas, ceux qui se défoncent plus. Enfin, moi, ça fait 6 ans que je suis là et 6 ans que j'attends de pouvoir rentrer chez moi et que j'attends que mon salaire dépasse 2000 euros. Donc, vous voyez, bon, quand on me dit que en faisant faire des devoirs particuliers, des cours particuliers à côté sur le temps du midi et du soir, je vais pouvoir arrondir mes fins de mois, mais ça règle pas du tout le problème. Surtout que moi, je suis professeur de mathématiques et il y a une énorme pénurie de professeurs de mathématiques. Elle sera pas réglée avec des mesures comme ça. On risque d'avoir au contraire des enseignants de moins en moins bonne qualité, avec des diplômes de plus en plus, enfin on aura n'importe qui en fait pour faire ce métier. Ouais, vous créez une forme d'école à 2 vitesses, c'est ça l'idée? Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça qu'ils disent quand ils disent qu'ils vont recruter sur profil par rapport au chef d'établissement. Mais ça veut dire que du coup, déjà qu'on a des déserts médicaux, on aura des déserts éducatifs. Parce que qui va vouloir faire le travail là où nous on est, dans l'académie de Créteil, dans les zones de montagne, dans les campagnes? Qui va vouloir faire ce travail? Mais personne. Donc les chefs d'établissement, ils vont recruter personne, ou alors ils recruteront n'importe qui. Très bien compris. Globalement, c'est ça que ça veut dire. La fin du statut de fonctionnaire, ça veut dire ça. Et plus généralement, ces deux aspects, pression accrue sur le pouvoir d'achat et conditions de travail d'un côté, érosion des structures communes de l'autre, sont ce qui caractérise le projet politique d'Emmanuel Macron 2022 à un niveau jusqu'alors absolument inédit. Plus loin, plus fort, plus vite, Emmanuel Macron 2022 entend vider les caisses de la sécurité sociale, favoriser l'apprentissage dès la fin de la 5e, baisser de 10 milliards d'euros les dotations aux collectivités locales, accélérer la réforme de l'hôpital ayant conduit à sa surcharge en mars 2020, ou encore transférer des pans entiers du pouvoir régalien à des grandes régions tout droit sorties d'une féodalité que l'on croyait disparue depuis le XIIIe siècle. Autant de mesures, parmi d'autres, qui se traduiront par une dégradation drastique de la qualité des services essentiels, par des difficultés accrues à vivre de son travail, par un accroissement significatif du nombre de drames humains. Mais pour être honnête, ce projet politique d'Emmanuel Macron 2022 n'a rien de surprenant. Il s'agit, ni plus ni moins, de faire supporter à la majorité sociale l'intégralité du coût des mesures destinées à favoriser une minorité privilégiée. Favoriser la petite classe installée dans les centres des grandes villes et qui, ces dernières décennies, ont profité d'une mondialisation des échanges à l'origine des destructions d'emplois massives qui se sont abattues sur le reste de la France.
Les cadres travaillant en distanciel pour des firmes établies en Corée du Sud, les détenteurs de titres de boîtes produisant en Pologne ce qu'elles produisaient il y a encore 30 ans à Montauban ou à Mulhouse, les traders spéculant sur le prix du blé ou du baril d'essence, ou les consultants de McKinsey ou de Capgemini qui prospèrent sur l'affaiblissement de notre État. Favoriser ces personnes par toujours plus de dérégulation et toujours plus de libre-échange, avec, pour conséquence logique, pour les autres, toujours moins de protection et toujours moins de possibilités d'émancipation par le travail. Je m'étonne qu'un pays, encore une fois, qui est en bonne santé, qui fonctionne, qui vit, qui repart, qui a de l'influence, qui est en pointe de la lutte contre l'islamisme, dont la bouffe est sublime et dont l'équipe de foot est championne du monde. Je veux dire, je m'étonne que ce pays-là joue au con à ce point avec son bulletin. Ancienne enseignante, Edith soutient même son projet de réforme des retraites. Moi, je suis à la retraite depuis plusieurs décennies. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à 65 ans, on se sent très jeune. Les résultats sont là. Une grande victoire française contre la résignation et contre le fatalisme. Un taux de chômage qui est le plus bas depuis 2008. Pour la première fois depuis 40 ans, si nous continuons cet effort, on peut aller vers le plein emploi. Donc on va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire investir et ça veut dire mieux accompagner des bénéficiaires du RSA. Ça prouve une chose très simple, c'est que, contrairement à ce que disent tous les Cassandres matin, midi et soir qui n'ont rien d'autre à inventer pour la campagne électorale, l'économie française se porte très bien. Cette petite classe de gagnants de la mondialisation ne s'y est d'ailleurs pas trompée. Avec les retraités, on y reviendra, c'est elle qui a constitué au premier tour le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron. Et pour cause, Emmanuel Macron porte leur intérêt immédiat, celui qui passe par le fait d'aller plus loin, plus vite, contre l'intérêt de la majorité. Le problème, c'est qu'une telle politique, menée pour une minorité contre une majorité, ne peut que tôt ou tard venir se fracasser sur ses propres conséquences. Et depuis novembre 2018 au moins, nous sommes entrés dans cette période de rupture. Jusqu'alors, le discours de justification qu'avait construit la petite classe privilégiée pour faire avaler la pilule avait plus ou moins fonctionné. De réforme en réforme, le récit d'une nécessaire adaptation à un monde qui bouge a tourné à plein régime et a parfois pu duper jusqu'aux plus sceptiques. Mais au fur et à mesure, l'imposture a laissé place à la réalité. La désindustrialisation, le chômage de masse, le déclassement ont fait de plus en plus de victimes. Le fossé s'est creusé entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Les premiers toujours plus fanatiques, les deuxièmes toujours plus nombreux, au point de se muer en fracture entre deux France irréconciliables. Le mouvement des ronds-points de 2018, porté par une France des invisibles et des sans-voix, fut la première expression publique de cette fracture. C'est dur pour les jeunes ici? Ouais, c'est dur de trouver du boulot à Saint-Dizier parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a rien. Vous l'attendez, le boulot? Bah oui, quand même, un petit peu, quand même. Parce que bon, on n'est pas arrivé à la retraite, hein, on a quand même encore quelques années à faire. Donc, oui, on espère quand même trouver quelque chose. On pourrait faire un autre crédit pour avoir une voiture, voir autre chose derrière. Depuis, si la crise du Covid a un temps contribué à la masquer, cette fracture ne s'est jamais résorbée. Au contraire. Les provocations de la caste politique défendant les plus favorisés, doublées des difficultés du quotidien de plus en plus criantes pour la majorité, elle s'est encore accrue. Et c'est d'ailleurs ce que montrent, de manière presque caricaturale, les premières études de la sociologie électorale de ce premier tour. Un Macron surreprésenté chez les cadres supérieurs de grands pôles urbains, une Marine Le Pen plébiscitée par l'électorat ouvrier, employé et de la France des campagnes et des petites villes, un électorat de Marine Le Pen frontalement opposé au projet d'Emmanuel Macron, tout comme d'ailleurs l'électorat plus urbain, principalement issu des ex-classes moyennes, subissant également les ravages du libre-échange mondialisé, quoique depuis moins longtemps, qui a massivement soutenu Jean-Luc Mélenchon. Dans un tel contexte, une réélection hypothétique d'Emmanuel Macron, qui ne manquerait pas d'entraîner une mise en œuvre brutale et rapide de mesures rejetées par une majorité de la population, et à plus forte raison par une majorité écrasante de la population active, ne peut déboucher que sur le franchissement brutal d'un nouveau palier d'intensité dans le combat qui oppose ces deux Frances. Chaque grande décision politique, sociale, économique prise par Emmanuel Macron sera rejetée
un peu plus que la précédente par la majorité des gens qui font tourner ce pays, tout comme la philosophie générale de son projet, dans laquelle chacune de ces mesures prend tout son sens, suscite d'ores et déjà, fondamentalement, l'hostilité. Les deux catégories qui s'apprêtent à voter majoritairement pour Macron, c'est les jeunes de moins de 25 ans, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas vraiment d'expérience souvent du marché du travail, et puis surtout, encore plus, les retraités, plus de 65 ans, qui s'apprêtent à voter à 70% pour Macron. Et il est évident qu'un président élu par les inactifs, puisque Marine Le Pen sera ou serait majoritaire dans toutes les catégories des gens qui travaillent effectivement, et il est évident qu'un président élu par tous les inactifs ne sera pas, en un sens de philosophie politique générale, légitime. Or, face au rejet, les 5 années qui viennent de s'écouler nous l'ont montré, Emmanuel Macron ne connaît qu'une manière de répondre, par le refus du dialogue, le mépris, la condescendance, la provocation et enfin l'usage de la force. Il l'a encore prouvé dans cette campagne électorale où il n'a eu de cesse de refuser le débat avec tous les autres candidats, de promettre l'apocalypse en cas de victoire de ses adversaires, de caricaturer la moindre de leurs positions et de les renvoyer en permanence à de supposées sympathies pro-russes afin de les disqualifier sans jamais avoir à parler de questions de fond. Un procédé infamant dont Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen ont plus d'une fois fait les frais. Il y a 200 Français qui sont connectés et qui ont une question à vous poser directement. Comme Michel, vous avez toujours soutenu Poutine. Continuerez-vous toujours à le soutenir? La question est posée brute de décoffrage comme ça. Permettez-moi de vous la reposer, M. Mélenchon. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais soutenu M. Vladimir Poutine. Ce n'est pas seulement par lâcheté que nous n'avons rien fait. C'est parce que les démocraties ont en leur sein une 5e colonne, le plus souvent soudoyée par le Kremlin, qui reprend mot à mot sur les réseaux antisociaux avec les milliers de faux comptes, de trolls et de bots pilotés depuis Moscou, sur les radios et télé, RT, Sputnik et hélas d'autres, la propagande de Poutine. Vladimir Zemmour, Joseph Vissarionovitch Mélenchon et Anastasia Le Pen sont depuis longtemps les généraux en chef de cette 5e colonne. Ces paillassons de Poutine, après en avoir été les caniches, sont candidats à la présidence de la République. Ils ont condamné le dictateur du bout des lèvres, mais leurs trolls inondent les réseaux de messages à sa gloire et leurs députés européens ont refusé de voter l'aide à l'Ukraine. Objectivement, ça ne nous fait pas bouger. On reste très serein face à tout cela. Peut-être l'expérience aussi, il faut le dire. Mais plus on est dans la marge d'erreur au second tour et plus le système se défend brutalement. De caniche de Poutine? Alors moi je ne la qualifie plus de caniche de Poutine, je la qualifie de complice de Poutine, de complice d'un criminel contre l'humanité. Je pense que tout le monde sera d'accord. Complice de crimes de guerre donc justifiant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ensuite, Vladimir Poutine, ça a été un dirigeant qui a été aussi celui de l'émancipation de son pays, de son ouverture, de l'entrée au G8, puis au G20, de la reconnaissance internationale. Bon. Donc il y a eu une évolution, une forme de normalisation, de notabilisation, si je puis dire, de la Russie et de ses dirigeants. Dès lors, au premier mouvement social d'ampleur que sa politique, vécue comme punitive et rejetée dans l'opinion, ne manquera pas de provoquer, Emmanuel Macron ne manquera pas, comme à son habitude, de verser de l'huile sur le feu. Lors du mouvement des Gilets jaunes, on a vu ce dont il était capable. Tout porte à croire que les yeux crevés par des tirs de LBD ne sont pourtant qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans un contexte de tension bien plus fort. La dérive autoritaire observée en France depuis 2018 ne peut que prendre des proportions bien plus importantes, tout comme la contestation elle-même. Le Emmanuel Macron de 2017 a mené le pays à l'une de ses plus grandes crises sociales en à peine plus d'1 an. Ce ne serait qu'une question de temps pour qu'à notre humble avis, le Emmanuel Macron de 2022 rende ce pays absolument ingouvernable, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire lorsqu'un dirigeant s'acharnait à gouverner non seulement contre son peuple, mais encore contre un peuple conscient de cette opposition fondamentale. La conséquence, c'est que ceux qui, à l'instar des retraités, ont voté pour ce Macron-ci dans l'espoir de maintenir une certaine stabilité, semblent victimes d'une grave erreur d'analyse. L'erreur consistant à penser que les 5 années à venir pourront,
avec cet Emmanuel Macron nouveau, se dérouler dans le calme, déjà très relatif, des 5 dernières années. Non seulement la situation sera difficile au niveau collectif aussi bien qu'individuel, parfois pour des gens de leur propre famille, mais surtout, elle sera extraordinairement instable. La souffrance des uns, la défiance des autres provoqueront un niveau de tension sociale sans doute jamais atteint depuis des décennies. Une tension susceptible d'éclater à tout moment, évoluant à minima vers un schéma répété de révolte ponctuelle et de répression brutale, pour ne pas évoquer les hypothèses les plus pessimistes. À ce compte, voter pour la dérégulation à outrance dans le but d'éviter la guerre civile semble aujourd'hui un bien mauvais calcul, tant aujourd'hui la guerre civile semble être portée en germe par la dérégulation à outrance. Dans le réel, eh bien, la politique, qui n'est justement pas la morale, nous demande de choisir le moins pire, nous demande de choisir le moindre mal, et d'avoir le courage de se salir un peu les mains. Vous savez, il y a Peggy qui disait, pour critiquer la morale kantienne, c'était un peu votre question, est-ce que c'est immoral ? Peggy disait, ouais, Kant, il a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire à pas mal peut-être de jeunes qui nous regardent et qui n'auraient pas envie de se salir les mains en votant Macron. C'est pas que vous aurez les mains sales, c'est que vous n'aurez pas de mains. Et avoir des mains, c'est avoir les mains un petit peu sales. C'était une manif pas comme les autres. C'était la guerre et j'ai perdu un œil et depuis ce temps-là, ma vie elle a tourné, quoi. Visage explosé aussi, traumatisme crânien, mon nerf sensitif a été touché. J'ai dû reprendre le travail avant la fin de ma blessure, parce que j'avais pas le choix, c'était soit je travaille, soit je crève. Du côté de Marine Le Pen maintenant, quelle perspective trouvons-nous ? Pour le coup, il est beaucoup plus difficile d'être affirmatif à ce sujet. À en croire la candidate, les choses seraient extrêmement simples. Elle incarnerait, ni plus ni moins, l'exact inverse d'Emmanuel Macron. La protection face à l'instabilité, l'apaisement face à la stratégie de tension permanente, la stabilité face à l'accélération et au chaos. Et d'une certaine manière, c'est ce que son programme laisse supposer. Marine Le Pen s'oppose au recul de l'âge de la retraite. Elle dit vouloir reconstruire une richesse nationale en protégeant les producteurs contre le libre-échange, financer un système de protection sociale plus efficace grâce à une politique de création d'emplois dans les secteurs où la France n'est plus aujourd'hui en capacité d'assurer son indépendance, ou encore revitaliser la démocratie via des outils comme le référendum d'initiative citoyenne. Il est un ultralibéral et tous les ultralibéraux réclament en permanence de travailler jusqu'à, en réalité, plus d'âge. Sauf que ce que ne dit pas Emmanuel Macron, c'est que le travail, la retraite à 65 ans, au-delà du fait que pour certains métiers, c'est inhumain. Je veux dire, vous voyez des aides-soignantes retourner des patients à 65 ans? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est sérieux? Après, une vie de labeur, ce n'est pas sérieux. Mais surtout, déjà au moment où on se parle, la moitié des gens qui partent à la retraite à 62,8 ans, ils sont au chômage. Combien de pourcents de gens seront au chômage quand ils atteindront la retraite à 65 ans? Donc ce que cherche à faire Emmanuel Macron, c'est à faire en fait baisser les pensions. Voilà, c'est tout ce qu'il souhaite faire, et moi je ne le souhaite pas. Le problème là-dedans, c'est évidemment que, nous le savons, des promesses des candidats à leur mise en œuvre une fois passées les élections, il y a bien souvent un gouffre. Or, pour ce qui est de Marine Le Pen spécifiquement, ce gouffre pourrait bien être d'autant plus grand qu'elle reste souvent floue sur la manière dont elle compte mettre en œuvre ses projets. Comment compte-t-elle, par exemple, mettre en œuvre les mesures de protection douanière qu'elle promet, sachant que l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne reste l'impossibilité pour les États de décider de telles mesures, et qu'elle exclut d'ores et déjà tout bras de fer direct avec les institutions européennes. Or, pas de protection douanière, cela veut dire pas de réindustrialisation, pas de création massive d'emplois, pas de nouvelles sources de financement du système des retraites, et donc, potentiellement, une Marine Le Pen nous expliquant dans quelques mois qu'au final, il va falloir travailler plus longtemps. Non, c'est pas du tout une sortie déguisée. C'est vrai que j'expose un certain nombre d'exigences, mais en réalité, ça paraît étrange parce que la France n'a jamais eu aucune exigence pour défendre ses intérêts nationaux. Mais d'autres pays le font. Hein. Vous savez, l'Allemagne passe sa vie à avoir des exigences. C'est de la science-fiction, ça n'aura jamais lieu. Si elle est élue, de toute façon, le véritable enjeu, c'est au bout de combien de temps aura lieu la correction. C'était en 1981 la correction
négociations a pris un an. En 1995, Chirac a cédé au bout de 6 mois. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y avait un élément de correction en 81 qui était utilisé abondamment, qui était la dévaluation. Et déjà en 95, la dévaluation n'était pas au rendez-vous. Et le seul enjeu, c'était effectivement la capacité que nous avions à négocier la solidarité de nos partenaires européens. Ça veut dire que ce qu'a pu faire Trump, parce qu'il était à la taille de l'économie américaine, on ne pourrait pas le faire au niveau français? Non, on ne pourrait pas le faire au niveau français parce que Trump, il gérait la monnaie mondiale, donc son déficit de sa débalance des paiements courants était absorbé par l'économie mondiale. Et son pari sur la baisse des impôts, on lui a laissé le temps de le faire. On lui a laissé le temps de le faire et il a creusé de façon considérable le déficit extérieur dans une économie américaine qui, de toute façon, ne se soucie pas du déficit extérieur. La France a le principal déficit extérieur de la zone euro et la France ne peut pas se permettre d'en rajouter. En bref, là où, avec Emmanuel Macron, nous savons précisément vers où nous allons, tant il ne fait aucun mystère sur ses intentions, avec Marine Le Pen, c'est plutôt l'incertitude qui prime. Mais entendons-nous bien, quand nous parlons d'incertitude, il n'est nullement question du risque d'être catapulté du jour au lendemain dans la Russie de Poutine, la Hongrie de Viktor Orban, voire même l'Allemagne d'Hitler, comme certains se l'imaginent, et comme les éléments de langage de la Macronie tentent parfois de nous le faire croire. Il faut savoir rester rationnel et se dire qu'il y a quand même très peu de chances qu'élue présidente, Marine Le Pen se mette à persécuter les homosexuels, à interdire l'avortement ou à dissoudre les partis d'opposition. Tout simplement parce que la France n'est pas la Russie, un pays qui de son histoire n'a jamais connu la démocratie. La France n'est pas non plus la Hongrie, un pays extrêmement conservateur sur le plan des mœurs, où la religion occupe une place fondamentale, et que chercher à calquer les réalités de ces pays sur les nôtres n'a absolument rien de pertinent. S'imaginer que demain, Marine Le Pen appliquera à la France une politique basée sur les mœurs conservatrices de la population hongroise n'a en réalité guère de sens. Ce serait absolument suicidaire sur le plan politique, et quiconque est suffisamment habile politicien pour se hisser au second tour d'une élection présidentielle en a évidemment pleinement conscience, quand bien même cette personne serait personnellement profondément conservatrice sur le plan des mœurs. Donc, pas de retour aux heures les plus sombres de notre histoire. Mais en revanche, beaucoup d'incertitudes, avec en filigrane une question de fond. Qui Marine Le Pen envisage-t-elle réellement de servir ? Sera-t-elle réellement la présidente des classes populaires, des perdants de la mondialisation? Et jusqu'à quel point? On le sait bien, d'autres dirigeants en Europe ces dernières années se sont posés en défenseurs du pouvoir d'achat et de la souveraineté pour ensuite renier totalement leurs promesses sous la pression des commissaires européens et du monde de la finance. Et il serait naïf de penser Marine Le Pen imperméable à ce genre de risque. Est-elle prête à assumer les décisions qu'implique la mise en œuvre des aspects les plus sociaux et les plus protecteurs de son programme? Rien n'est moins sûr. Une grande majorité de Français ne veulent plus d'une Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est une Union européenne qui fonctionne de manière absolument antidémocratique, qui avance par la menace, qui avance par le chantage. Les extrémistes, c'est ceux qui ont gouverné l'Europe ces 20 dernières années au nom de la précarité et de la pauvreté. La surprise dans cette équation politique, c'est le ralliement de Matteo Salvini et de son parti d'extrême droite, la Lega. Salvini, l'europhobe, apporte son soutien au gouvernement de l'europhile Draghi. Alors, conversion soudaine ou opportunisme? Ce qui, en revanche, est sûr, c'est que là où Emmanuel Macron sera élu directement par les gagnants de la mondialisation pour mettre en œuvre un programme explicite de déconstruction de l'État stratège et protecteur, Marine Le Pen, elle, sera élue par ceux qui subissent cette politique, sur la promesse, à minima, de stopper l'hémorragie. Si elle trahit cette promesse, le ressentiment de ceux qui lui auront fait confiance sera terrible. La fracture qu'elle prétendait réduire se rouvrira brutalement. Et comme avec Emmanuel Macron, le pays deviendra vite ingouvernable. À la différence que, contrairement à Emmanuel Macron, Marine Le Pen sera plus faible, car peu rompue à la pratique du pouvoir, à la tête d'un appareil d'État qu'elle maîtrise mal, car composée de personnes lui étant globalement hostiles et complètement coupée de son propre fait, de sa base électorale. Une telle trahison signifierait donc pour elle et pour son parti une mort politique certaine. Et pour les Français, une nouvelle recomposition de l'échiquier politique en perspective. Reste maintenant à se poser une question. Si le pays a désormais un choix à faire, qui tient aujourd'hui entre ses mains la clé du scrutin? Quelle catégorie particulière de la population a le pouvoir de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? La réponse ici est évidente.
Ce ne sont ni les plus favorisés et ceux qui s'imaginent l'être, qui ont déjà choisi, ni ceux qui savent avoir le plus à perdre, concrètement, de la réélection du Emmanuel Macron QV 2022, qui ont déjà choisi. Ceux qui détermineront le résultat de l'élection, ceux qui portent aujourd'hui sur leurs épaules cette responsabilité collective, ce sont ceux qui se situent dans l'entre-deux. Ce sont les plus de 20% de Français qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ce sont les enseignants, les infirmières, toutes ces personnes exerçant des professions hier encore relativement épargnées et qui ces dernières années ont subi une dégradation brutale de leurs conditions de vie, sans que cette dernière n'entame leurs convictions profondes. C'est à ces gens que l'on aurait encore qualifié il y a 5 ans de classe moyenne avant que le déclassement ne vide ce terme de toute signification réelle, ces gens qui pendant ces 5 dernières années ont été constamment brimés, humiliés, traités comme des moins que rien par Emmanuel Macron, qui savent ce qui les attend à brève échéance s'il est reconduit dans ses fonctions et qui tirent de tout cela une détestation sincère et absolue à son encontre. Une détestation qui n'a d'égal que celle que leur inspire depuis toujours le nom Le Pen, synonyme d'idées qu'ils ont toujours combattues et porteur d'une peur directement issue des traumatismes du XXe siècle. C'est à ces gens qu'il appartient désormais de décider de l'avenir immédiat du pays. Et il faut être honnête, c'est une très lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Une responsabilité envers leur propre groupe social, bien sûr, car ces personnes ne sont pas en dehors de la société et auront comme jamais à subir dans leur quotidien les conséquences du choix qu'ils feront. Mais aussi, et surtout, une responsabilité collective immense. Une responsabilité que sans doute certains chercheront à fuir, prétendant que ce choix ne les concerne pas. Pourtant, au soir du 24 avril, quoi que chacun ait fait individuellement, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen sera président ou présidente de la République. Les groupes sociaux qui auront refusé de prendre leurs responsabilités, de prendre parti entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, seront effacés de l'histoire pour les années qui viendront. Les premiers continueront de leur rouler dessus, les seconds les considéreront désormais comme des ennemis et ne lèveront plus jamais le petit doigt pour les défendre. Alors, bien sûr, si vous avez écouté cette vidéo, vous avez une idée de qui, ici, nous considérons comme le plus dangereux et le plus néfaste parmi les candidats qui se présentent à nous. C'était le cas avant le premier tour et cela n'a pas changé avec l'annonce des résultats, comme cela n'aurait pas changé si cette personne s'était retrouvée face à Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, au fil d'actu, nous avons une règle, celle de ne pas prétendre savoir mieux que vous ce que vous avez à faire. C'est à vous, au regard de ce qui se joue dans cette élection et à l'aune de votre propre analyse des enjeux du scrutin, une analyse nourrie entre autres par les éléments que nous vous apportons et qui n'ont certainement pas valeur de vérité absolue, c'est à vous que le choix et la responsabilité qui va avec incombent. C'est à vous de décider de ce que vous avez à faire au regard des conséquences concrètes, réelles, que chaque résultat auquel vous aurez contribué, que vous le vouliez ou non, aura sur le quotidien des gens et sur l'état du pays. Le quotidien des gens, l'état du pays, ce qui est au fondement même de la politique et qu'il convient de toujours garder à l'esprit, à plus forte raison lorsqu'on est au cœur de la tempête. Alors, bon courage, quoi qu'il advienne, et on se retrouve après ce second tour pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.